Donc le sujet des écrans, pourquoi le sujet des écrans? Parce qu'aujourd'hui dans la thérapie, je ne suis pas la seule à le constater, les troubles du comportement chez l'enfant, que ce soit chez le jeune enfant et chez l'adolescent, est de plus en plus important. Les enseignants le remarquent, les aides de vie scolaire, toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, les centres spécialisés, remarquent cette augmentation vraiment inquiétante du nombre d'enfants qui présentent des troubles du comportement. Alors nous allons parler des écrans qui sont omniprésents dans notre quotidien. Alors je vous laisse aussi lire les slides, ça nous fait gagner du temps. Ça va du smartphone à la télévision en passant par la tablette et les jeux vidéo. Alors les écrans nous permettent quand même d'accéder à énormément d'informations. Elles ont ce côté positif, que ce soit le téléphone pour communiquer, que ce soit Internet. Ça nous permet aussi d'avoir des informations, également pour le petit enfant, de regarder des séquences qui sont intéressantes. Une petite aparté sur le cerveau, sur la construction du cerveau, des cellules, des neurones, qui seront activés à chaque fois que l'enfant va avoir une activité, à chaque fois qu'il va acquérir une aptitude. Donc, des aires du cerveau qui vont être à chaque fois activées et qui vont ensuite intervenir dans ses compétences. Donc, ce qui est mis à la disposition des enfants dès leur naissance, on voit qu'on est déjà bien équipé, que ce soit le doudou pour smartphone, les petites tablettes éducatives à partir de 6 mois. On a un petit peu un doute comment l'enfant va pouvoir comprendre une tablette à 6 mois. Mais bon, le but, c'est déjà de la vendre. On a les pots pour enfants qui portent des tablettes. Quelques chiffres en concernant les écoles maternelles du territoire du Bas-Rhin qui ont été donnés par l'association du pays de la Zorne, qui montrent les enfants qui ont accès à la télévision, 80%, 15% c'est énorme, 66% pour les tablettes. On voit que l'influence de l'exposition aux écrans réduit la durée du sommeil, mais influence également les performances scolaires. On peut comprendre qu'un enfant ou un adolescent qui passe beaucoup de temps sur les écrans sera moins disponible ensuite aux études. On va parler des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, quand même, les réseaux sociaux ont quelque chose d'intéressant. Ils permettent d'être en lien avec des autres, même si bien souvent ces liens sont avec des amis qui sont virtuels, qu'on ne voit pas forcément dans la vraie vie, mais ils permettent d'aller vers l'extérieur. Ils sont intéressants aussi, si je parle de LinkedIn actuellement, pour les réseaux professionnels, se faire connaître dans les réseaux professionnels, avoir accès aux offres d'emploi. Alors, il y a les réseaux sociaux pour adultes et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux pour enfants. Parce que les big data ont bien compris que toutes les informations que nous allons mettre sur les réseaux sociaux ou sur Internet vont permettre de générer des ventes et des bénéfices. Il y a un adage qui dit à partir du moment que quelque chose est gratuit, ce n'est pas nous le client, c'est nous le produit. Alors, le jeune enfant, pour se développer, il a besoin de jouer, il a besoin d'activité, il a besoin d'interaction. Il va développer ses habiletés intellectuelles, motrices, etc., comme vous pouvez le lire, apprendre à combiner ses idées, surtout son inventivité et son intuition. Une photo d'enfants qui sont devant un programme spécifique pour enfants. La dame est un peu spéciale, mais bon. Ce qui m'a interpellée dans cette émission, c'est le langage. Donc il faut immobiliser le virus, t'as bluffé les hyènes, etc. On a un petit doute que les enfants qui regardent ces programmes vont comprendre les propos. Alors qui prescrit les écrans? Ce sont toujours les adultes. Quand un enfant utilise l'électronique, ce n'est jamais d'une demande spontanée. Il y a toujours un adulte qui a fourni soit le téléphone, la tablette, le jeu vidéo, etc. C'est vrai que la télé ou la tablette, c'est quand même drôlement pratique. Bien sûr, c'est ironique. C'est pratique parce qu'elle remplace la nounou. C'est pratique le matin quand on a à se préparer, quand on doit aller au travail, de mettre le petit dernier avec le biberon sur le canapé et de mettre la télé, au moins on est sûr qu'il ne va pas se déplacer. Ça permet aussi, quand on rentre, de pouvoir
se poser tranquillement, de ne pas être dérangé par les enfants. Alors je ne dis pas que tous les enfants dérangent ou tous les parents n'ont pas le temps, je n'en fais pas une généralité. Ici, on ne relève que les problématiques. Alors les critères familiaux, les parents en activité, aujourd'hui presque tous les 2 parents travaillent, ou très souvent. Il y a les familles monoparentales, très dur de s'occuper d'un enfant, de l'organisation d'une maison, de travailler et d'être disponible pour les enfants. Les parents séparés ou divorcés, donc un détail par rapport à ça, c'est et on rajoute quand même des problèmes émotionnels à cette situation familiale. On rajoute aussi, et ça je le retrouve de plus en plus, comme critère que l'utilisation des écrans qu'on va donner à son enfant devient aujourd'hui une arme. Alors ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est quelque chose que j'entends quand même malheureusement souvent en thérapie. Le parent qui a été lésé ou qui se sent victime de la séparation, pour embêter son conjoint, va offrir des tablettes ou les appareils électroniques, à savoir que sa conjointe ou son conjoint est contre. C'est je te file le paquet et la nervosité qui va avec. C'est malsain, mais ça fait partie de l'humain. Alors on n'est pas là pour juger ou critiquer, de dire il est mauvais, il n'est pas bien ou il n'a rien compris. Simplement, on parle de ce qui est. On n'est pas là pour faire une leçon de morale, on est là pour parler d'une problématique. La pression sociale joue énormément. L'enfant qui n'a pas de tablette, son petit copain à l'école va lui demander « Ah, toi, tu n'en as pas ». Au collège, pareil, « Ah, bah, tu n'as pas de téléphone, tes parents t'en ont pas acheté », il va se sentir mis en marge de la société. Il ne va pas l'être, il va se sentir mis en marge. Du point de vue des parents, ces critères rentrent en ligne en compte dans le fait qu'ils proposent les écrans aux enfants, le manque de temps, de disponibilité, souvent le sentiment de culpabilité. Et on le voit souvent, les parents qui travaillent beaucoup, aujourd'hui on a une pression au travail, on est sollicité, garder son poste, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas comme il y avait 20 ans ou même 30 ans. Il faut garder son travail, on fait des heures supplémentaires, on arrive à la maison, on se sent coupable, pas que du manque de temps, mais on se sent coupable de ne pas pouvoir s'occuper des enfants. On va combler. Alors dans le temps, on donnait des bonbons, on donnait des gâteaux. Aujourd'hui, on donne des appareils électroniques. Et on va plus facilement céder à la demande de l'enfant. Et ce sentiment de culpabilité, il est très très fréquent en thérapie quand je demande « mais pourquoi vous autorisez l'enfant? Pourquoi vous ne posez pas des limites à l'enfant, à votre enfant qui utilise les écrans ?» Et ce sentiment de culpabilité, il est vraiment palpable. Donc l'isolement, on parlait ce matin de l'importance d'être encadré, alors que ce soit par le milieu familial, que ce soit par des adultes, pas forcément la famille directement. Ça peut être tout simplement un manque d'implication. Alors quelques photos que j'ai prises personnellement, on voit, et vous les avez sûrement remarqué déjà, ces genres de comportements. Alors pareil, je ne suis toujours pas dans le jugement, mais je me pose la question de l'enfant qui est exposé, par exemple, dans sa poussette qui est posée à l'écran, comment il va pouvoir participer à la vie autour, comment il va pouvoir observer, comment il va pouvoir être dans la réalité du monde si en permanence il a un écran devant les yeux. L'enfant également qu'on a mis dans un coin, c'est vrai qu'il ne va pas gêner sa maman qui fait ses achats, ou il ne va pas gêner non plus ses parents qui sont au restaurant. Et ça, je pense que vous le voyez très très souvent, des enfants qui aujourd'hui une tablette, le téléphone des parents parce qu'il y a la petite comptine où il y a le petit jeu vidéo. Alors dans le temps, quand ça n'existait pas, simplement on emmenait des feuilles de papier, des crayons ou alors on s'occupait de l'enfant. Aujourd'hui ça existe toujours mais on y pense moins. C'est vrai qu'on a tout dans la poche, il suffit de sortir le téléphone portable. Encore un exemple d'un papa à la station du tram de Strasbourg. Et cette photo que j'ai commentée également hier, de cette maman en grande surface qui donne sa tablette au moment où elle fait ses courses. Donc les causes de fuite dans les écrans de la part des enfants, alors le manque de confiance en soi. Sur Internet, j'existe. Si je n'ai pas confiance en qui je suis, si je me sous-estime, si je n'ai pas quelqu'un autour de moi, soit des parents qui ne sont pas disponibles, ou alors un encadrement qui ne peut pas me rassurer par rapport à la confiance en moi, je vais me faire un personnage sur Internet. Et c'est vrai que
là, je ne suis pas en live, hein, je suis en contact avec des gens que je ne connais pas, et là, je me crée un personnage. C'est connu que les likes augmentent notre estime de nous. À chaque fois que quelqu'un va liker, on est heureux, on est content, il y a cette fierté en nous qui fait que, ah, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, mais en plus, je suis quelqu'un de bien. Snapchat, aujourd'hui, a vraiment compris ce système, a compris ce fonctionnement, cette gratification que la personne peut ressentir. Les conséquences émotionnelles, psychologiques, je relèverai de cette liste surtout les retards de langage, les manques de vocabulaire. L'enfant qui n'est pas stimulé, qui est souvent devant les écrans, va adopter un langage qui est des fois bizarre. Hein. Et en thérapie, ils viennent des fois avec une difficulté à articuler. Ils ne sont déjà pas très présents. Même quand on les appelle avec leur prénom, ils ont une difficulté à réagir, à être présents. J'ai eu en séance la semaine dernière, et là j'étais assez époustouflée, une jeune fille de 14 ans. Je fais de la thérapie psychocorporelle, donc les patients sont couchés hein, quand je fais ma thérapie, et j'avais une jeune fille de 14 ans, la mère était présente parce que j'ai toujours un adulte dans la consultation quand l'enfant est mineur. La mère était présente et à un moment, la jeune fille, elle se retourne vers sa mère et elle fait... Elle avait soif. La mère, tout de suite, a ouvert son sac à main et il lui a donné une bouteille d'eau. Ce qui prouve que la mère était conditionnée à ce type de langage. Les problèmes de concentration, alors ça je pense que les enseignants peuvent témoigner de ce problème. Alors l'hypernervosité et les problèmes de concentration posent de sérieux problèmes. Hein, et c'est souvent les enseignants qui proposent aux parents de m'adresser les enfants. Je suis assez en lien avec les enseignants du secteur. Donc l'irritabilité, l'agressivité. Aujourd'hui, être agressif, c'est assez monnaie courante chez certains qui ont banalisé la violence du fait aussi des jeux électroniques, hein, des jeux vidéo. Ça peut aller jusqu'aux attaques de panique quand les images se sont imprimées et que la personne ne peut plus les gérer. On parle essentiellement aussi de cauchemars. Hein. 2 dessins pour comparer. Alors des dessins que m'a fourni une graphothérapeute que j'ai dans mon entourage. 2 enfants du même âge qui ont dessiné des fleurs. C'était soit dessiner des fleurs et un arbre et un bonhomme. On voit vraiment la différence entre les deux dessins. À droite, l'enfant qui a une difficulté à représenter ce qu'il a vu, à pouvoir le reproduire, et il y a un graphisme vraiment pauvre. On voit que le bonhomme qui pourrait ressembler à un tronc d'arbre n'a même pas de bras. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, hein, ce genre de dessin. Donc les conséquences relationnelles, on en a parlé ce matin avec les présentations qui étaient faites. On parlait du lien, de l'importance du lien. Donc l'isolement, l'enfant qui va rester sur sa tablette ou sur son ordinateur va se couper du monde. Il y a cet effet addictif aussi, le fait d'avoir envie de revenir toujours vers l'ordinateur, vers le virtuel. L'assèchement des interactions intrafamiliales. Combien mangent avec leur portable à côté de l'assiette? Dans la famille, c'est très très fréquent. Combien mangent avec la télévision allumée? Je pense que vous en connaissez sûrement quelques-uns. Hein. Pourtant, le repas de midi ou le repas du soir, c'est vraiment le moment où on peut avoir une interaction, où on peut échanger, où on peut communiquer. Les conséquences physiques. Alors les problèmes que je rencontre le plus souvent, des personnes que je reçois, ce sont les troubles du sommeil. Hein. Les sommeils agités, des difficultés d'endormissement, la notion de stress, l'obésité par sédentarité la plupart du temps, le tabagisme, là on peut parler même d'addiction, l'alcoolisme par consommation, le fait d'être devant des écrans, on consomme, on ne s'en rend pas compte et on adopte comme ça une habitude. Donc des exemples de troubles de comportement. La vidéo est assez courte, je vous propose de la repasser plusieurs fois.
C'est un enfant que j'ai observé en Autriche qui était sur sa tablette et qui avait un comportement bizarre. Vous voyez les gestes de l'enfant? Alors, il a quand même fait ça pendant une demi-heure. J'étais en déplacement, le temps de manger. Il a quand même fait ça pendant une demi-heure. Et cet enfant, quand je suis allée voir quand même discrètement ce qu'il regardait, je me suis dit, il doit avoir un jeu violent. Ça doit être vraiment dur, ce qu'il regarde, pour en arriver à avoir des tics de cette manière. En fait, il regardait juste un match de foot. Sauf qu'il était l'équipe perdante, donc ça le stressait. On voit quand même que ce n'était pas son premier match de foot et qu'il devait être habitué à regarder des vidéos. Les adolescents, bien sûr, ne sont pas épargnés. Je vous propose de regarder la jambe droite de ce jeune homme. Ce jeune homme, il bouge la jambe droite d'une manière nerveuse. Et c'est quelque chose que vous pouvez observer, et ça s'observe vraiment, vraiment tous les jours. Vous avez déjà remarqué, ou peut-être vous-même, vous constatez que vous avez ce besoin de bouger la jambe droite. Alors on parle de cerveau gauche et de cerveau droit. Cerveau gauche au niveau des émotions. À partir du moment où le cerveau fixe un écran, fixe quelque chose qui est hors de l'espace, qu'il fixe quelque chose d'une manière intensive, les émotions sont chantées. Et comme elles sont chantées, il faut lâcher quelque part. Et on va lâcher d'une manière physique. Alors, ceux qui bougent les jambes ne sont pas forcément que des gens qui sont addicts aux écrans ou qui sont habitués aux écrans. Parce que souvent, ça peut être un manque de confiance en soi. Ce n'est pas souvent la jambe droite. Mais quand c'est la jambe droite, très souvent, ce sont des gens habitués aux écrans. Un autre exemple, donc cette jeune fille ne remarque pas du tout, elle, c'est carrément toute la jambe qu'elle bouge. À un moment, tout ce qu'on stocke, il va falloir le lâcher quelque part, et il faut le lâcher physiquement. Le jeune enfant va le faire dans l'agressivité, l'adulte, lui, sait beaucoup mieux se contenir, et il va le lâcher différemment. Les yeux de panda, là je pense que vous en avez repéré, des petits pandas un peu partout. On peut les voir surtout, alors pas aux zoos bien sûr, mais dans les grandes surfaces. Essayez d'aller le samedi après-midi dans les grandes surfaces et essayez de repérer les enfants. Alors bien sûr, il y a des adultes, mais c'est beaucoup plus marqué chez les enfants. Ce sont vraiment ces enfants, parce qu'on parle des enfants qui ont des cernes et très souvent ont un teint assez blafard. C'est signe d'un manque de sommeil et aussi d'une surconsommation d'écran. Savoir que bien souvent les deux sont liés. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution. Je pense que vous l'avez déjà vu dans les rayons de cosmétiques, on a la crème anti-cerne. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et en plus, le panda. Une remarque sur la surexposition des écrans et son impact sur les lobes frontaux chez les enfants exposés, augmentation des cancers. La protection doit se faire déjà pendant la vie fétale. Alors bien sûr, l'enfant, lui, ne peut pas se protéger, mais la mère peut éviter de présenter son téléphone devant le ventre. Les sages-femmes et même les gynécologues, quand l'enfant est mal présenté et qu'il faut faire une échographie, qu'il faut à tout prix faire l'échographie par contrôle, pas simplement pour faire une photo de famille, qu'il est nécessaire que l'enfant se tourne, on va augmenter l'intensité du Doppler et ça va créer une réaction au fœtus. Et le fœtus va bouger et ça permet souvent de prendre le cliché qui est nécessaire. Ce qui prouve que l'enfant, quand on met le portable sur le ventre, va récupérer ces ondes électromagnétiques. C'est encore trop tôt aujourd'hui pour faire ces observations et j'ai parlé avec le professeur Desmurget justement de cette problématique. Il dit que ça n'a pas encore été observé, même si on commence tout doucement à prendre cette notion en compte. Je ne sais pas si les jeunes hommes présents sont au courant qu'il existe des boxers anti-ondes. On va parler un peu vite fait de violence. On est conscient que les mineurs face à la violence ne sont pas toujours, même les enfants ne sont pas capables de la gérer. Alors c'est la violence et c'est aussi la sexualité. En fin d'année, j'avais une petite fille qui avait 6 ans et elle était en conflit dans la séance avec sa mère. Oui, mais tu m'écoutes jamais. Et la mère, pourquoi? Elle a toujours quelque chose à raconter. Et je lui dis, qu'est-ce que, par exemple, tu voudrais demander à ta maman? Et j'étais vraiment sidérée parce qu'elle me dit, maman,
Tu n'as jamais dit pourquoi la dame, quand elle avait le zizi du monsieur dans la bouche, elle vomissait. En fait, elle avait accès au film porno de son papa, dans son temps de garde. Donc on peut s'imaginer que cette gamine, elle a eu beaucoup de mal à comprendre, et que ça peut avoir un impact après sur son développement. Donc la violence, les chiffres qui sont affichés sont vraiment, pour ma part, que dans mon expérience, sont vraiment vus à la baisse. C'est beaucoup plus élevé que ça. Une petite vidéo, ce que je vous propose, c'est d'écouter la voix de l'enfant qui a filmé cette vidéo à la fin. Elle ne dure pas longtemps. GTA 5, ça vous parle? Okay. Alors c'est vrai que les parents ne sont pas toujours au courant des programmes ou des jeux vidéo qu'ils laissent à la disposition de leurs enfants. Il n'y a pas que de la violence, on a vraiment accès à tout. Et je vais vous donner une vidéo qui moi-même m'a interpellée. Donc la dame fait son service. Enfin, elle le termine en fait. Donc elle va sortir de la voiture. Vous savez qu'après on a le choix des armes, ce qu'on veut faire des personnages qui sont sur l'écran. Le choix des armes. Donc c'est déjà quand même très violent comme proposition. Ça ne va pas durer. Vous avez entendu? Et ça, c'est le rire hystérique de l'enfant qui joue aux jeux vidéo. On comprend à quel point il peut être atteint. Et cet enfant, dans ce qu'il n'a pas pu saisir, parce qu'il doit sûrement être jeune pour avoir ce timbre de voix, dans ce qu'il n'a pas pu saisir, comment il va pouvoir extérioriser, évacuer ensuite la violence qu'il a vue. D'une manière ou d'une autre, il faudra l'évacuer. Alors les écrans ont un effet addictif, aujourd'hui incontestable. C'est en fait comme prendre un joint. J'ai un besoin, le joint me calme, c'est bon, le temps passe, j'ai de nouveau un besoin, il faut que je me calme, je vais reprendre. Les écrans, c'est exactement pareil. Les réactions d'un enfant quand on arrête les écrans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus je me rends compte, je vois la différence entre il y a même 4 ans ou 3 ans du comportement des enfants que je reçois en thérapie. Les enfants qui s'opposent des fois à être couchés ou assis, à écouter les parents, rentrent dans des crises de nerfs que je ne voyais pas auparavant. Ils sont vraiment prostrés, ils se mettent dans des crises de nerfs, dans des états d'où ils ne sortent plus. Avant, il y avait au moins la possibilité d'imposer quelque chose, d'avoir de l'autorité. Même moi, je n'arrive plus à en avoir parce qu'ils se mettent dans des états vraiment quelque chose de nouveau et c'est vraiment un comportement que je remarque qui n'est pas habituel. Alors, les oppositions courantes, qu'est-ce que je peux faire quand je propose aux parents de dire c'est à vous de réguler, c'est à vous de poser les limites, c'est à vous de dire les temps d'exposition ou d'utilisation des écrans. En général, les gens me disent lui ne m'écoute pas. C'est sûr qu'un enfant de 6 ans, il ne va pas écouter si on lui coupe sa télé ou si on lui coupe le jeu. Un enfant ne peut pas s'autogérer, c'est impossible. Même un ado qui est déjà addict ou qui est déjà, sans forcément être addict, mais habitué aux écrans, ne peut pas s'autogérer. Donc il nous menace et est violent. Les enfants, maintenant, qui battent les parents, c'est de moins en moins rare. Il n'y a pas encore de loi qui l'interdit pour le moment. Je ne peux pas lui faire ça. Mon Dieu, le pauvre petit, je vais le couper de son téléphone. Je ne peux pas lui ôter son téléphone portable, sinon elle n'aura plus de contact avec ses copines. Je pense que les professionnels de l'accompagnement sont habitués à ce genre de propos. Alors, qui détient la solution ?
toujours la personne qui représente l'autorité. Alors le but, ce n'est pas d'interdire les enfants, hein, les écrans, pardon, les enfants non plus encore. Ce n'est pas d'interdire les écrans parce qu'on a vu tout au début qu'il y a quand même un intérêt, un côté positif, mais c'est de la réglementer. Alors, quel âge? Ça dépend toujours de l'enfant. On ne peut pas dire à 4 ans moins un jour tu peux et 4 ans plus un jour tu ne peux pas ou inversement. C'est vraiment faire selon l'enfant, mais l'enfant au départ n'a pas besoin d'écran. Hein. En tout cas, jusqu'à 4 ans, 5 ans, il n'en a pas besoin du tout. De toute façon, quand il ne peut pas identifier un personnage sur un écran, il n'y a pas d'utilité à l'exposer aux écrans. Après, bien sûr, il y a le collège, il y a le lycée et ensuite il y a les études supérieures. On a besoin d'Internet, on a besoin des écrans et aussi d'un minimum de contact social. Donc, sélectionner les programmes par rapport aux parents, faire des pauses dans la pratique des jeux. Pourquoi pas les jeux, mais faire des pauses, surtout les sélectionner. Et je donnerai un conseil aux parents, c'est d'apprendre à connaître les programmes qu'utilisent les enfants et à exercer un contrôle, également sur le contenu. Les règles à établir, essaye de porter des oreillettes, préférez un réveil classique, on me dit toujours, ah, mais il me faut le téléphone pour me réveiller. Dans le temps, on n'en avait pas, hein, et on arrivait rarement en retard au travail parce qu'on n'avait pas de réveil. Pas de télévision dans les chambres, et si possible, imposer à tout le monde un couvre-feu. Digital, bien sûr. Alors, comment procéder? Un enfant, c'est important de lui expliquer qu'on ne va pas le punir si on limite les écrans, mais qu'on va le protéger. Alors lui, ça ne va pas lui dire grand-chose. Hein. C'est comme le paquet de bonbons. Quand il y a un paquet de bonbons, on lui dit tu peux en prendre 2, 3, mais après tu vas avoir mal au ventre. Lui, tant qu'il n'a pas mal au ventre, il ne peut pas avoir. Et même s'il a mal au ventre, ce n'est pas grave. Lui, ce qu'il veut manger, c'est les bonbons. Hein. Les écrans, c'est exactement pareil. C'est à nous de poser les limites. Le dialogue est toujours important à établir. Hein. Et les parents doivent donner l'exemple. Quand dans la salle d'attente, la maman, elle est sur... alors, je prends la maman, ça peut être le papa, mais c'est quand même plus les mamans qui sont sur Candy Crush. Hein. C'est dur de dire au gamin, écoute, non, toi, tu n'as pas le droit au portable. Oui, mais toi, maman. Oui, mais moi, c'est différent, je suis une adulte. Ça, il faut donner l'exemple. Donc, qui achète la tablette, le téléphone? Vous avez le droit de répondre? Bien sûr, les adultes. Hein. Par contre, qui paye la facture d'électricité? Les grands-parents aussi, parfois. Qui renouvelle le forfait? C'est rarement l'enfant. Qui est l'adulte responsable au foyer? Je dirais qui est le chef, qui a un doigt à chaque main pour appuyer sur le bouton off ou pour ôter le câble de la télé ou pour appuyer sur les Wi-Fi. Ça reste quand même l'adulte. En finalité, qui a le pouvoir et le devoir, c'est toujours l'adulte. Il est important et vraiment se rendre compte que nos enfants se font abîmer par la surexposition des écrans. Hein. Essayer de les limiter, de les protéger et que ça relève de notre devoir. Je voulais faire encore une petite parenthèse. Si l'enfant va fuir dans les écrans, c'est qu'il y a toujours une problématique. Et là, le dialogue est important et c'est comme pour toute situation, à partir du moment qu'il y a un manque, qu'il y a un besoin, il faut identifier la problématique. Et d'un point de vue thérapeutique, c'est toujours ce que je m'efforce de faire, mais le parent également peut s'ouvrir à la discussion. Je vous remercie d'être resté, de votre attention. Merci beaucoup d'avoir ma question.